J'ai beaucoup traité l'histoire des Yakuza sur ma chaîne, simplement parce que je suis attiré par les organisations secrètes tapies dans l'ombre et qui contrôlent la société en surface. Mais il semblerait que depuis tout ce temps, j'ai commis une erreur. Je ne regardais pas au bon endroit. Dans la société japonaise, les clans Yakuza sont certes puissants et influents, mais au regard de ce qu'ils se cachent derrière, ils passeraient presque pour des amateurs. Car au-dessus des clans, il y a la foi, et donc au-dessus des Yakuza, il y a des sectes. Konbanwa, les sectes au Japon, ce n'est pas ce qu'il manque. 180 000 selon les dernières estimations. Alors il est courant de dire que les Japonais naissent Shinto, se marient chrétiens et meurent bouddhistes. Pourtant avec ce nombre, on constate qu'une partie non négligeable de la population japonaise se dirige vers les sectes. Et il faut bien comprendre que le Japon, c'est un véritable paradis pour ces organisations religieuses. La liberté de culte y est totale et tout mouvement peut librement exercer sa foi. Par exemple, la petite secte du coin a les mêmes droits légaux que la religion Shinto du Japon qui existe depuis plus d'un millénaire. Sans compter que les organismes religieux ont certains avantages auprès de l'État. Ils ont une exonération fiscale et échappent aux charges grâce à leurs revenus sous forme de dons. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre elles utilisent la faiblesse d'esprit de certaines personnes pour les dépouiller d'absolument tout. De leurs biens, bien évidemment, de leur quotidien et même parfois de leur famille. Tous les plaisirs et tous les bénéfices reviennent bien évidemment à quelques personnes au sommet de la secte. Mais toutes n'ont pas vocation à dépouiller leurs membres. Certaines ont des objectifs plus grands, vraiment plus grands. Et vous l'avez compris, c'est le cas de celle dont on va traiter aujourd'hui, et d'ailleurs tous les Japonais connaissent cette secte. Elle a une influence absolument hors norme dans le pays du soleil levant. Argent, médias, foi, pouvoir, politique, elle semble détenir vraiment toutes les clés du Japon dans le creux de sa main. Bienvenue dans l'histoire de la secte la plus puissante du Japon, la Soka Gakkai. Désolé, je vous interromps 2 secondes, voilà, juste pour vous dire que malgré mes efforts, je n'ai pas réussi à faire en sorte que la vidéo soit monétisée et je m'en fiche de gagner de l'argent ou pas sur cette vidéo, c'est pas ça, mais j'aimerais qu'elle soit mise en avant correctement vu le taf qui a été fourni franchement. Et donc voilà, si jamais vous pouvez la partager, ça me ferait vraiment très plaisir. Et voilà, c'est un petit peu frustrant. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de la Soka Gakkai. Pourtant, cette organisation japonaise compte 12 millions d'adeptes à travers la planète. Son patrimoine financier est inestimable, des immeubles, des parkings, des universités. Le 3e quotidien japonais qui tire à 6 millions d'exemplaires. Tout cela appartient à la Soka Gakkai bien implantée en France et dont l'influence ne cesse de grandir. Si même en France elle a un impact, c'est vous dire à quel point la Soka Gakkai est influente. C'est tout de même une des sectes considérées comme étant les plus dangereuses du monde, si ce n'est la plus dangereuse en réalité. Ce n'est pas par ses pratiques qu'elle est dangereuse, mais par son influence. Surtout au Japon, on estime que 1 Japonais sur 15 fait partie de cet organisme. Alors comment une simple secte a pu en arriver là? Eh bien comme d'habitude, on va commencer par le début. La genèse. Nous sommes le 23 juillet 1871 et un enfant vient de naître dans la famille Watanabe. La famille se trouve dans la toute récente préfecture de Niigata sur la côte ouest du Japon. Alors pourquoi je dis toute récente, c'est parce que au Japon en 1871, c'est l'année à partir de laquelle les domaines féodaux ont été abolis et on parle maintenant de préfecture. C'est ce qu'on appelle communément au Japon l'abolition du système Han. Et donc pour la famille Watanabe, ce changement a eu lieu il y a moins de 10 jours, donc ils ne sont pas encore totalement habitués. Du côté politique, le nouveau gouvernement est tout récent, c'est le début de l'ère Meiji. Vous l'aurez compris, le petit Shoichi naît dans un climat politique assez mouvementé. Mais clairement, à sa naissance, c'est le dernier de ses soucis, car à peine mis au monde, ses parents vont vouloir l'abandonner. Il comptait le laisser mourir de faim dans un champ, à l'abri des regards indiscrets. Mais l'oncle du petit du côté de sa mère, Zentayu Makiguchi, décide de le prendre en charge. Shoichi grandit donc avec son oncle dans la région de Hokkaido, très loin de sa terre natale. Et lorsqu'il aura l'âge de comprendre le geste de ses parents, il décidera de se renommer. Il adopte alors un nouveau nom, qui est le suivant. Tsunesaburo Makiguchi. Tsunesaburo est un enfant studieux. Malgré le fait qu'il soit ballotté entre différents membres de sa famille, il conçoit la chance qu'il a de pouvoir aller à l'école et donc en profite un maximum. Il s'instruit, il s'éduque, et une fois l'école terminée, à l'âge de 14 ans, il commence à chercher du travail. Par chance, il va en trouver assez rapidement dans le commissariat de la ville de Sapporo. Il travaille en tant que coursier, mais ses qualités et son savoir-vivre sont vite repérés par les agents. Et les policiers, en voyant tout ce potentiel, vont décider d'envoyer Tsunesaburo à l'école normale de Sapporo. Une fois là-bas, quelques années plus tard, il ressort avec son diplôme.
Nous sommes en 1892 et il a alors 21 ans. Tsunesaburo doit alors décider qu'est-ce qu'il fait de sa vie et il va alors la dédier à l'enseignement. Ce qu'il souhaite au plus profond de lui, c'est guider les autres vers un avenir plus radieux. Cependant, Tsunesaburo n'est pas dupe. Durant ses études, il s'est aperçu que le système scolaire japonais était dédié uniquement à former des bons sujets rompus à l'obéissance et à la loyauté envers l'empereur. Et pour notre homme, ce système, il ne lui convient pas. Il est bien trop rigide, bien trop cassant pour les élèves. Lui voit son éducation comme étant plus humaine, où les enfants peuvent être plus créatifs, plus libres dans leur manière d'apprendre. C'est dans cette optique que Tsunesaburo, en 1893, devient enseignant dans une école primaire. Il intègre l'association locale des enseignants, publie quelques articles dans certains journaux, mais il voit que ça suffit pas. Un professeur à l'école primaire, ce n'est juste pas pris au sérieux par l'académie. Il décide alors de passer un cap et de devenir professeur de géographie dans le secondaire. Mais malheureusement pour lui, c'est toujours insuffisant, alors il décide de déménager à Tokyo. C'est là-bas qu'en 1903, il va publier un ouvrage bien particulier. Jinsei Chiraku, la géographie de la vie humaine. C'est un ouvrage qui connaît un petit succès, pourtant il est extrêmement critique envers le système d'éducation impérialiste. Tsunesaburo rejette l'approche dominante de l'étude de la géographie, basée sur la mémorisation par cœur des faits, des noms et des lieux. Il prône plutôt une compréhension rationnelle de la géographie, en mettant en lien les activités humaines avec leur environnement. Chaque acte, chaque fait historique n'est pas arrivé là par hasard, il a eu des causes et il aura des conséquences. J'avoue que je partage son avis sur la question, pour moi l'histoire ce n'est pas juste savoir qu'est-ce qui s'est passé à quel endroit, c'est de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais j'ai beau être d'accord, vous imaginez qu'en 1903, publier un livre qui va à l'encontre de l'Empire, ce n'est pas une très bonne idée. Surtout que Tsunesaburo lui-même ne fait absolument rien pour arranger les choses. Il est souvent à l'origine de conflits avec des inspecteurs scolaires, des conseillers municipaux. Pour ces raisons, bien qu'il se soit élevé au rang de proviseur dans les écoles primaires, eh bien il est muté assez régulièrement. Comme si le gouvernement ne voulait pas que ses idéaux ne s'enracinent un petit peu trop là où il exerce. Et vous allez peut-être me poser la question, pourquoi il n'a été pas tout simplement radié du système ? Eh bien c'est grâce à son talent. Son talent pour enseigner était juste hors norme, et il avait aussi un bon carnet d'adresses. En gros, c'est un réformateur, mais il est respecté. 1928. Tsunesaburo a 57 ans, il est déjà sur la fin de sa carrière, mais cette année-là, il va faire une rencontre qui va changer sa vie. Soukei Mitani, un enseignant qui travaille dans l'établissement où Tsunesaburo est le directeur. Ce professeur est en total accord avec la vision de l'éducation de son proviseur. Ils échangent alors plusieurs fois et ont des discussions profondes jusqu'au jour où Soukei va parler d'une certaine croyance, la Nichiren. La Nichiren Shosu, c'est une branche du bouddhisme issue du moine du même nom. Notre homme, en entendant parler de croyance, est plutôt méfiant. Il ne connaît pas très bien ce milieu, mais Soukei lui affirme que la vision qu'il a de l'éducation et les enseignements de cette religion sont très similaires. Tsunesaburo, bien que réticent, reste avant tout un homme de bon sens. Il va alors décider de se convertir à cette religion avant d'y apposer un jugement. Son entourage, plutôt choqué d'apprendre la nouvelle, lui demande pourquoi il ne pourrait pas simplement l'étudier sans pour autant s'y convertir, ou tout du moins dans un premier temps. Ce à quoi il répond par une phrase très marquante « Mizu no soto de oyoida hito wa mita koto nai ». C'est comme ça que Tsunesaburo plonge dans les enseignements Nichiren. Et pour notre homme, une fois à l'intérieur, c'est une véritable révélation. Cette croyance élargit la vision qu'il avait de l'éducation, elle solidifie sa volonté de réformer le système scolaire et religieux de son pays. Soka Kyoikugaku Taikei. C'est le titre de son nouveau livre qui sort en 1930 et le 18 novembre de la même année, ça y est, la Soka Gakkai est officiellement créée. À la création, ils ne sont qu'une petite poignée, 28 pour être précis. Tous des proches de Tsunesaburo, dont un certain Jogai Toda, qui a aidé Tsunesaburo à la rédaction de son livre. Alors, rassurez-vous pour l'instant, ce n'est pas une secte, c'est un regroupement d'enseignants. Certes des enseignants très influents, même au sein du ministère, mais des enseignants quand même. Et justement, cette influence, Tsunesaburo va l'utiliser pour faire des conférences, pour présenter son livre, et ses idéaux. Étant donné son statut, le nombre d'adhérents à la Soka Gakkai grimpe en flèche. Mais alors, qu'est-ce qu'elle prône cette organisation ? Elle prône le bonheur comme étant le but ultime de la vie, c'est-à-dire la création de valeurs. Ces valeurs étant la beauté, le bienfait et la bonté.
On sent quand même ici que la philosophie de Tsunesaburo a pris un énorme niveau depuis qu'il côtoie la croyance Nichiren. Ce qui au départ était simplement une autre vision de l'éducation pour que les enfants apprennent plus naturellement, se transforme peu à peu dans une vision de la vie et un accès au bonheur par les valeurs, et tout cela au détriment de la vérité. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Tsunesaburo lui-même qui le dit, et voici un exemple assez parlant. En voyant par exemple cette image, la vérité dit « ceci est un arbre », et la valeur dit « cet arbre est beau ». La naissance d'une secte. Tsunesaburo s'enfonce de plus en plus dans ses doctrines religieuses. Il quitte même son métier d'enseignant qui lui était si cher pour se consacrer exclusivement à la croyance Nichiren. Il plonge et continue de sombrer jusqu'à ne plus apercevoir la surface. En quelques années seulement, il développe une foi absolue envers la croyance Nichiren et une radicalisation est notable. Pour Tsunesaburo Makiguchi, la foi en toute autre religion que la Nichiren est abjecte. Je cite ces mots, c'est une pratique perverse qui se doit d'être éradiquée. Lui qui était si bon avec les élèves, si attentionné, on dirait qu'il est maintenant trop fatigué pour débattre. C'est à partir du moment où le leader n'a plus aucune sympathie pour la liberté des religions, qu'il n'a plus aucune tolérance, c'est à partir de là que la Soka Gakkai devient une secte. Mais un lourd événement est sur le point de perturber la nouvelle secte. En vue de la préparation de la Seconde Guerre mondiale, le Japon se transforme en état militaire et il a besoin de rassembler ses hommes. Le régime militariste impose donc à toutes les croyances de se rassembler sous la bannière du shintoïsme d'État. Mais vous vous rappelez bien, Tsunesaburo n'a aucune tolérance envers les autres croyances que la Nichiren. Il refuse donc la bannière Shinto qui est pourtant imposée. Et là, coup de tonnerre, les hauts membres de la croyance Nichiren acceptent de se ranger auprès de l'empereur. Ils acceptent la croyance Shinto. Et pour Tsunesaburo, c'est une trahison mais incommensurable. Pour lui, il ne veut pas et il ne peut pas prêter allégeance au culte de l'empereur. Tsunesaburo, il a dédié sa vie à se battre contre les méthodes impérialistes. Il ne peut pas renier ce qu'il est aussi facilement. Il va donc prendre une décision lourde de sens, qui est de séparer la Soka Gakkai avec la croyance Nichiren. Mais tout cela, ça a un prix. 6 juillet 1943. Des hommes armés débarquent dans la salle de réunion. Ils repèrent rapidement le leader et se jettent sur lui. Les autres membres de la réunion sont en panique, mais ils sont conscients de ce qu'il se passe. La police les a retrouvés. Ils viennent d'intercepter le leader de la secte Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi. Tous les membres sont arrêtés et sont conduits au commissariat de Shimoda. Les policiers qui s'occupent de ça ne sont pas des policiers ordinaires, ils font partie de la Kempeitai. Elle a des surnoms charmants comme police de contrôle de la pensée ou encore Gestapo japonaise. En arrivant au poste, notre homme est suspecté d'avoir violé la Chian Ijiho, traduit littéralement la loi sur la préservation de la paix. Soit dit en passant, assez ironique de parler de préservation de la paix en temps de guerre. Quoi qu'il en soit, Tsunesaburo a refusé d'adorer le sanctuaire d'Issei. Et cette non-allégeance fait de lui un criminel. En 1943, lui ainsi que tous les membres de la secte sont incarcérés dans la prison de Sugamo. Ils sont jugés comme étant des criminels d'opinion. Officiellement, la Soka Gakkai est dissoute. Ore wa magenai, tsuzukete mo zettai ni magenai. Tsunesaburo est dans une petite pièce. Il est vieux et fatigué. En face de lui, 2 officiers de la Kempeitai. En voyant la scène depuis l'extérieur, on pourrait s'imaginer qu'ils essayent de soutirer des informations importantes à Tsunesaburo, mais cette scène n'a rien d'interrogatoire. Il s'agit juste d'une séance de torture classique pour le Japon de l'époque. Les autorités essayent par tous les moyens de faire abjurer ses convictions à Tsunesaburo. Ils réclament une seule chose, une toute petite chose, que le vieillard accepte la bannière Shinto impériale. Alors ils n'ont aucune pitié, ils malmènent Tsunesaburo avec des sévices physiques et en le privant de nourriture pendant quelques jours. À chaque rendez-vous avec la Kempeitai, les coups portés sont lourds. Kimi no todashi, mou oretan da ze. Ce sont les paroles d'un des gardiens, et elles ont l'effet d'une bombe pour Tsunesaburo. Au début, il pense que c'est de la manipulation, un mensonge, mais après il comprend que même si c'en est un, même si c'est la réalité, qu'importe. S'il doit être le seul à porter la Soka Gakkai, eh bien il sera le seul. Le pire, c'est que, je pense que vous l'avez compris, le gardien ne ment pas. La plupart des autres membres de la secte qui ont été arrêtés avec Tsunesaburo, une fois soumis aux différentes tortures pénitentiaires, ont prêté allégeance au shintoïsme. Mais comme je vous l'ai dit, Tsunesaburo Makiguchi, bien qu'il soit tout seul, définitivement, il ne craquera pas. Il affirme que le choix de la religion est un droit humain fondamental.
Louable, mais assez étrange lorsqu'on sait la non-tolérance qu'il avait envers les autres religions. Un des gardiens, tout en le rouant de coups, lui crie alors « Tsunesaburo répond alors que pour lui, l'empereur est un être humain normal, et que lui aussi peut faire des erreurs. Cette réponse a le don d'enrager les membres de la Kempeitai, qui le frappent encore plus fort. Quoi qu'il en soit, il ne fléchit pas. Alors, les tortures et les châtiments ne s'arrêtent pas. Un détenu est en transfert depuis la prison de Sugamo vers l'hôpital pénitentiaire de Tokyo. Mais il est déjà trop tard. Le 18 novembre 1944, âgé de 73 ans, Tsunesaburo Makiguchi meurt en martyr de malnutrition. C'est la fin d'un homme qui aura quand même marqué l'éducation de son temps. Ses ouvrages ont été traduits dans plusieurs langues et même au Brésil ses méthodes ont été appliquées. Mais ce qu'on retient, c'est qu'avec lui, la Soka Gakkai disparaît, la secte n'existe plus. Fin de la guerre. Les États-Unis occupent le Japon, leur travail c'est de démanteler tout le système impérial qui était en place durant la guerre. Ça passe donc par une séparation entre le pouvoir exécutif et le shintoïsme. Les Américains vont avoir la bonne idée d'instaurer la liberté religieuse au Japon. Chacun est libre de venir inscrire sa religion dans un registre officiel. Vous imaginez bien que les sectes qui ont survécu à la guerre, elles ne se sont pas fait prier, sans mauvais jeu de mots. C'est une véritable bousculade pour venir inscrire sa secte sur les registres. Mais après cette tempête, ça se calme et les Américains trient un à un toutes les demandes qu'ils ont reçues. Ils ont reçu tellement de demandes, c'est vraiment un travail d'orfèvre, et entre les lignes de ces registres administratifs officiels, on retrouve le nom d'une secte qui nous est familier, la Soka Gakkai. Mais alors comment avec un leader mort et des membres qui sont emprisonnés, eh bien la secte a pu se retrouver sur ces registres américains? La réponse tient en un seul nom, Jogai Toda. Nous sommes le 3 juillet 1945, quelques jours avant la reddition du Japon. Les criminels d'opinion incarcérés à la prison de Sugamo sont relâchés et c'est là où Jogai Toda va être remis en liberté. Vous vous souvenez pas de lui? C'est celui qui a aidé Tsunesaburo Makiguchi à rédiger son deuxième livre sur la création de la valeur. C'est un enseignant lui aussi et un fervent partisan de la Soka Gakkai, ou plutôt c'était. Car à sa sortie de prison, je vous le rappelle, la secte n'existe plus. Mais Jogai, il a la ferme intention de la faire renaître de ses cendres. Tout d'abord, il doit résoudre un problème auquel tous les Japonais font face en cette période, c'est-à-dire le manque d'argent. Et pour résoudre ce problème, il n'a pas de formule magique, ou tout du moins pas encore, il va devoir travailler et créer une activité. Il décide alors d'éditer et de vendre des manuels scolaires. Il donne aussi des cours particuliers, de géographie et de bouddhisme. Ça lui permet d'ailleurs de reprendre contact avec les membres de la croyance Nichiren. Là-bas, il reste en effet des partisans fidèles aux idéaux du martyr Tsunesaburo. Et avec eux, il décide de reformer la Soka Gakkai et en devient le second leader. Il inscrit sa secte sur les documents américains et elle est approuvée. Pour fêter la renaissance de la secte ainsi que son avènement en tant que second leader, il décide pour marquer les esprits de changer de prénom. Désormais, il se fera appeler Josei Toda. Traduit littéralement, il passe de « en dehors du château » à « sage du château ». Son objectif, ce sera de ne pas commettre la même erreur que son prédécesseur. Il ne veut pas que la Soka Gakkai soit uniquement un cercle fermé pour les enseignants. Il veut l'ouvrir à tout le monde. Je le cite, il souhaite ceci. Élargir son champ d'action pour englober l'ensemble de la société. Je le conçois, ça fait un petit peu méchant de dessin animé. Mais pour mener à bien cette mission, le timing est juste trop parfait. En effet, les Japonais ayant subi la défaite de la guerre à cause de l'empereur, eh bien ils rejettent tous en masse les enseignements impérialistes, dont la fameuse religion Shinto imposée par l'État pendant la guerre. Les Japonais ils aspirent à un retour aux sources du côté religieux, et donc si ce n'est pas le Shinto, ce sera le bouddhisme. Et la Soka Gakkai étant affiliée à la croyance Nichiren qui est elle-même issue d'une branche du bouddhisme, Josei voit bien qu'il a une carte à jouer. Et il a raison, parce que tout va se jouer dans les prochaines années. Mais pour convaincre la population, il a besoin de quelque chose. Quelque chose pour impressionner, quelque chose pour prouver la valeur de sa croyance. Il va utiliser un goronzon. C'est un objet de culte de la croyance Nichiren qui prend la forme d'un parchemin sacré. Sur celui-ci, il est écrit Myoho Rengekyo, qui désigne la loi merveilleuse de cause et d'effet qui régit l'univers et qui est enseignée par tous les Bouddhas du passé, du présent et de l'avenir. Vous sentez le parfum de la secte qui s'intensifie? Si oui, vous avez parfaitement raison. Car en 1951, 6 ans après la renaissance de la secte, eh bien, avec 3000 membres de base, Josei Toda va lancer un plan. Un plan qui s'appelle
le shakubuku. C'est une méthode de conversion religieuse qu'on va qualifier d'extrême. La traduction littérale de shakubuku, casser et soumettre. Pour la Soka Gakkai, ils ne sont pas totalement d'accord avec cette traduction et ils préfèrent plutôt transmettre directement. Oui, bien sûr. En tout cas, le plan est une énorme réussite parce qu'on passe de 3000 personnes en 1951 à 750 000 en 1958. Est-ce que vous vous rendez compte de l'expansion? Et si vous pensez que la secte a atteint sa forme finale, vous vous mettez le doigt dans l'œil. La secte numéro 1. Josei Toda est dans son lit de mort. Il sait qu'il n'en a plus pour très longtemps. Mais sur son visage, on ne lit que le soulagement et l'apaisement. Il quitte ce monde, l'esprit léger. En effet, lorsqu'il a lancé le shakubuku en 1951, son objectif c'était d'avoir 750 000 membres. Et il a réussi. Il a réussi à faire grandir la secte à ce point et de son vivant. Il s'éteint donc paisiblement, et on note quand même que pour ses funérailles, le premier ministre de l'époque fera le déplacement. C'est très significatif pour comprendre l'importance que commence à avoir la Soka Gakkai au Japon. Mais à la fin des funérailles, tous les regards se posent sur une seule et même personne. Il s'agit de Daisaku Ikeda, le disciple de Josei. On voit bien que la volonté du premier leader depuis Tsunesaburo s'est transmise à Josei pour arriver cette fois à Daisaku. C'est lui qui va diriger la secte maintenant. Et son objectif est on ne peut plus clair. C'est de faire de la Soka Gakkai la secte numéro 1 au Japon. Mais malheureusement pour lui, il va se heurter à un problème de taille. Convertir des fidèles en masse en leur parlant de spiritualité et de bouddhisme, eh bien même au Japon, ça a ses limites. Pour attirer les japonais de la classe moyenne, leur parler d'élévation spirituelle, eh bien ça ne fonctionne pas vraiment. Il leur faut quelque chose de plus concret, de plus palpable. Et c'est comme ça que Daisaku Ikeda va prendre la décision lourde de sens de bafouer les origines bouddhistes de la Nichiren. Mais qu'importe, le shakubuku, la conversion de masse, passe avant tout. Les nouvelles lignes de conduite sont donc beaucoup plus brumeuses. La doctrine, c'est que dorénavant la phrase Myoho Rengekyo, inscrite sur tous les parchemins, devient une formule magique universelle pour guérir tous les maux de notre réalité. Il faut la répéter inlassablement pendant des heures durant. Il suffit de se concentrer sur ce qu'on veut et le Goronzon, le parchemin sacré, exaucera votre souhait. Que ça soit argent, travail, santé, amour, tout peut être accompli avec la seule phrase Myoho Rengekyo. C'est très astucieux car si le vœu se réalise pas, eh bien il faut davantage prier. Et si le vœu se réalise, eh bien vous pouvez remercier la Soka Gakkai. Alors de votre côté, c'est peut-être compliqué de comprendre comment des gens peuvent tomber là-dedans. Comment autant de personnes acceptent ces préceptes? Eh bien, il faut prendre quelque chose en compte, ce sont les biais humains. Déjà au Japon, il y a ce qu'on appelle une carence religieuse, c'est-à-dire que les Japonais n'ont pas réellement de religion propre bien définie, ce qui, on va pas se le cacher, favorise énormément l'existence de sectes. Et parmi ces sectes, la Soka Gakkai, elle paraît beaucoup plus gentille, parce qu'on ne vénère pas un gourou, on ne vénère pas une divinité, mais un parchemin et un bout de papier. Ça ne peut pas vous faire de mal. De même, autre point très important, la secte ne demande pas d'argent, ou alors très peu. Contrairement à beaucoup de sectes japonaises qui demandent à ses disciples de se déposséder de tout au profit du gourou de la secte, la Soka Gakkai, elle au contraire, elle préfère que vous vous enrichissiez, pour que vous soyez content, et ainsi pour que vous parliez de la secte à d'autres personnes, et ainsi engranger le nombre de fidèles. Il existe bien sûr des produits à acheter pour que le Myoho Rengekyo fonctionne mieux, mais par rapport aux autres sectes, c'est dérisoire. Après, libre à vous d'entreposer votre parchemin dans un butsudan de luxe. C'est une armoire religieuse où on place le parchemin, et ça peut monter à des dizaines de milliers d'euros. Et pour finir sur les biais qu'il peut y avoir sur la Soka Gakkai, eh bien quand on voit le nombre ahurissant de fidèles, eh bien on se dit que forcément faut que ça fonctionne à un moment donné. Et au pire si ça fonctionne pas, ça ne peut pas me faire de mal. Et justement, le nombre de fidèles, parlons-en. Nous étions à 750 000 en 1958. Eh bien, en 1966, soit seulement 8 ans après, ils sont 6 millions. Le bouche à oreille entre la famille et les amis a très bien fait son travail. Mais je pense que personne ne peut se rendre compte qu'est-ce que réellement 6 millions de personnes. La stratégie de Daisaku est ravageuse, et il a réussi, l'objectif est accompli. La Soka Gakkai est la secte la plus puissante de tout le Japon. Mais alors, pourquoi vouloir toujours plus de fidèles? L'argent? Non, pas vraiment, l'argent dans les caisses de la Soka Gakkai coule à flot. Entre la vente des différents objets de culte
et surtout les dons, il ne manque de rien. À cette époque, le patrimoine de la secte est quand même estimé à plusieurs milliards d'euros. Oui, des milliards, je me suis pas trompé, et c'est une véritable économie d'échelle. Si vous voulez, les petites sectes, elles ont besoin de soutirer beaucoup d'argent à leurs fidèles, parce qu'elles n'en ont pas beaucoup. Mais lorsqu'on a 6 millions de fidèles, imaginez qu'ils demandent juste 100 € par fidèle. Eh bien, en un claquement de doigts, ils viennent de récolter 600 millions d'euros. Juste dévastateur. Alors peut-être que le leader de la secte Daisaku cherche de la renommée. Eh bien, il l'a déjà en réalité. C'est une des personnalités les plus populaires du Japon. Non, ce que Daisaku veut réellement, c'est le pouvoir. Et le pire, c'est qu'il n'a même pas besoin de tricher pour l'obtenir. En démocratie, c'est bien celui qui a le plus de voix qui est élu. C'est bien ça. Oui, ça tombe bien. Daisaku Ikeda a 6 millions d'adeptes prêts à le suivre. Komeito. Komeito, c'est le nom du parti politique créé par la Soka Gakkai en 1964. Et en seulement quelques élections, il devient le 3e parti politique japonais, représentant entre 10 et 15% de l'ensemble des votes. Politiquement, c'est juste dévastateur. Et je peux vous dire que le pouvoir en place, il n'a pas apprécié du tout l'entrée en politique de cette secte. C'est une violation de la loi sur la séparation de l'église et du pouvoir. Des critiques de plus en plus virulentes commencent à monter du côté du peuple envers le Komeito. En effet, les instances religieuses au Japon n'ont pas le droit de faire de la politique. Mais même face à une telle attaque, Daisaku Ikeda a trouvé la parade. Il avait au préalable bien tranché toute relation entre le Komeito et la Soka Gakkai. En surface en tout cas, il n'y a aucun lien. Ce qui fait que le Komeito est un parti politique tout à fait légitime dans ses actions. Car en effet, dans les 6 millions d'adeptes, vous vous doutez bien qu'il y a des puissants de la société japonaise qui se sont ralliés à la cause de la Soka Gakkai. Notamment des membres du Parti libéral démocrate japonais. Mais pour comprendre pourquoi le Komeito a plu autant et aussi vite, eh bien il faut que je vous explique un petit peu le contexte politique de l'époque. Historiquement au Japon, il y a deux partis qui se battent. Le Parti libéral-démocrate et le Parti socialiste japonais. Le premier défend les intérêts financiers des entreprises et le second, les syndicats. C'est bien beau, mais vous ne trouvez pas qu'il manque beaucoup de monde ? Les commerçants, les jeunes, les femmes au foyer, les retraités, toutes ces personnes n'avaient aucun parti pour les représenter au Japon jusqu'à l'arrivée du Komeito. C'est pour ça, ce sont ces gens que le Komeito a rassemblés sous sa bannière. Bon, ça c'est le côté qu'ils veulent mettre en avant, parce que, en vérité, des années plus tard, il a été prouvé qu'il y avait bel et bien des liaisons entre la secte et le parti politique. Oh, quelle surprise! Et surtout, certains membres de la secte jouissaient de privilèges si jamais ils assumaient le fait de voter pour le Komeito. Il y a certaines personnes qui ont même été jusqu'à déménager dans d'autres préfectures comme Okinawa pour manipuler le nombre de sièges au Parlement. Et enfin, certains politiques ont été accusés de tricherie au moment des votes. Mais en vérité, ce serait difficile de leur en tenir vraiment rigueur de ce côté-là, parce que ce sont des choses que tous les partis politiques japonais ont fait à un moment donné. Donc comme je vous l'ai dit, on peut leur en tenir rigueur, mais pas plus qu'à un autre parti. Rien ne semble donc pouvoir arrêter la Soka Gakkai dans son ascension au pouvoir. Mais un organisme, aussi puissant soit-il, n'est jamais infaillible. Première crise. Il est tard dans la nuit, dans un quartier résidentiel de la capitale nippone. Dans l'obscurité, on aperçoit une fenêtre qui laisse encore filtrer la lumière. Elle provient d'une lampe de bureau. Sur ce bureau, on peut y voir un homme à lunettes, crispé, qui tape frénétiquement sur sa machine à écrire. On sent dans chacune de ses frappes qu'il y a une volonté d'en découdre. Autour de lui, on constate un amoncellement de feuilles de papier, certaines déchirées, d'autres non. Cet homme dans ce bureau, c'est Fujiwara Hirotatsu, un professeur d'université qui est en train de rédiger son livre, et voici son titre. Soka Gakkai Okiru. Ce soir, il doit impérativement terminer son livre, car c'est demain qu'il va rendre le script à son éditeur. Ce sont là des années de travail, d'enquête, de recherche et d'analyse. Il y a dans ces lignes tout son travail pour montrer le vrai visage de la secte au grand jour. En tapant le dernier kanji, Fujiwara part se coucher, l'esprit fort. Il a hâte du grand jour. Le lendemain, son script est déposé chez l'éditeur. Mais ce que son auteur n'avait pas prévu, c'est que la Soka Gakkai a des oreilles absolument partout. Que ça soit dans la religion, l'économie, l'immobilier, les médias et par extension, l'imprimerie. En effet, vous vous rappelez des manuels scolaires que le second leader Josei Toda avait publié pour se refaire un petit peu d'argent? Eh bien, il en a profité pour monter son entreprise. Et cette entreprise, peu à peu, elle s'est transformée en journal, le Seikyo Shimbun. Et je ne vous parle pas d'un petit journal, non. C'est le 3e journal du pays qui tire à plus de 5 millions d'exemplaires par jour.
Chaque jour, 2 pages sont entièrement dédiées à la secte, et pour tenir au courant les fidèles et leur donner des directives durant les élections, c'est un excellent moyen de communication. Bien entendu, le journal appartient en totalité à Daisaku Ikeda. Alors rapidement, dans le milieu de l'imprimerie, la rumeur se propage, les bruits courent, comme quoi un ouvrage pour détruire la Soka Gakkai serait en préparation. Et cette nouvelle arrive dans les oreilles de Monsieur Ikeda. Et vous imaginez bien que lorsque le président Daisaku Ikeda va apprendre cette nouvelle, il ne va pas être content du tout. Il ne peut pas tolérer l'existence de ce livre, et il décide par tous les moyens de censurer cette œuvre. Et à coup d'abus de position et de pot de vin, il parvient à éliminer la menace. Fujiwara, l'auteur du livre censuré, n'est pas en reste. Il avait en vérité un petit peu prévu ce scénario. En voyant que son livre a été censuré par la Soka Gakkai, il rassemble finement les preuves de cette censure. Dans la foulée, il les publie dans les médias japonais. Les quotidiens japonais, bien entendu, s'ils peuvent couler un concurrent comme le Seikyo Shimbun, ils ne vont pas rater l'occasion. Et là, le poteau rose est découvert. Tous les Japonais apprennent la supercherie, tous les Japonais apprennent le vrai visage de la Soka Gakkai. L'opinion japonaise va être extrêmement violente envers la secte. C'est donc en cette année 1969 que la secte connaît son premier drama, sa première véritable crise. Aïe. Jusque-là, c'était presque un sans faute. Et donc maintenant, c'est à Daisaku Ikeda de reprendre les pots cassés. Pour contrer ça, il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions, à part faire le ménage. Faire le ménage très très fort. Il va remettre les valeurs comme la paix au centre de son mouvement religieux et limiter les communications avec le Komeito. Il élimine les éléments trop problématiques et finalement, ça se recentre beaucoup sur lui. Mais donnez à n'importe quel homme un peu de pouvoir et il deviendra complètement fou. C'est en tout cas le cas de Daisaku Ikeda. La dérive Ikeda. En voyant tout ce pouvoir et toute cette popularité, Daisaku Ikeda se prend au jeu. Les valeurs du bouddhisme qui étaient censées revenir après cette première crise, eh bien, elles disparaissent de plus en plus. Ce que Daisaku désire par-dessus tout, c'est devenir un homme encore plus puissant et plus influent que ne l'était l'empereur. Alors il transforme la Soka Gakkai en culte de sa personne, et ça fonctionne très très bien. J'ai beaucoup d'affection pour lui. J'ai l'impression qu'il est mon père. Même chez certains politiciens, ils ont de belles éloges à son égard. En ce qui me concerne, je le considère comme mon maître. Il se fait appeler sensei, maître, ça donne le ton. Et pour mener à bien son projet personnel, il a besoin d'encore plus de pouvoir, encore plus d'argent. Et pour une fois, là où la Soka Gakkai avait plutôt la main légère dans le portefeuille de ses fidèles, eh bien elle va changer de stratégie. Elle va demander plus de dons, vendre plus d'objets de culte, et elle va demander même parfois à ses fidèles de contracter des prêts. Par exemple, lui explique qu'il a été forcé de faire un prêt pour acheter une parcelle de terrain d'un cimetière à Hokkaido alors qu'il habite à Tokyo. En définitive, j'ai payé près du double de la somme requise. Alors forcément, Daisaku ne pourrait pas faire tout ça s'il n'avait pas un puissant allié du côté de la banque. Et ça tombe bien parce que les patrons de la Mitsubishi Bank sont des très bons amis à lui, et des très bons fidèles aussi. En abusant de ses relations et du statut religieux de la secte pour éviter de payer le fisc, la Soka Gakkai s'enrichit comme c'est pas permis. En effet, je vous le rappelle, les sectes au Japon sont exonérées de certains impôts. Quand je vous dis que là-bas c'est le paradis pour les sectes, je ne mentais pas. Quoi qu'il en soit, Daisaku Ikeda dans son entreprise a tout déformé. Les valeurs du bouddhisme ont été bafouées et clairement je ne pense pas que ses prédécesseurs auraient voulu ça. La rupture. En 1991, un nouveau drame éclate pour la Soka Gakkai. Elle a abusé de son statut religieux pour faire des transactions douteuses de pierres tombales. Une chaîne nationale de cimetières a été créée, complet, avec musique d'ambiance et des milliers de parcelles, toutes vendues. L'équivalent de millions d'euros ont tout bonnement disparu. En vérité, sur plusieurs affaires, Daisaku Ikeda avait réussi à faire taire le fisc, mais sur cette affaire-là, il n'a pas réussi. Le fisc a continué de les attaquer et de les chasser, et la secte a dû finir par avouer les faits. Des arnaques aux pierres tombales. Décidément, depuis ses débuts, la Soka Gakkai a bien changé. Et pour la croyance nichiren qui est encore affiliée à la Soka Gakkai, eh bien, c'en est trop. Après 46 ans d'alliance, elle prend la décision d'excommunier la Soka Gakkai de son culte.
Elle accuse Daisaku Ikeda de transformer la secte en un culte de sa personne pour son propre profit, et je dois dire qu'elle n'a pas totalement tort. Daisaku Ikeda répond que ce n'est pas très bouddhiste d'excommunier comme ça violemment, et dans des interviews il fait mine de prendre ça à la légère, et que ce n'est pas très grave finalement. Mais en réalité, ne vous y fiez pas, c'est un coup très dur pour la secte. Car elle profitait amplement de cette étiquette bouddhiste pour justifier toutes ses actions. Et sans cette dernière, la nature de secte douteuse se dévoile au grand jour. Des associations de victimes se montent en opposition au gourou Daisaku Ikeda. Ces gens disent avoir été trompés, avoir été arnaqués, avoir été bafoués. On leur a pris leur argent, mais même l'argent qu'ils ne possédaient pas encore. On repense naturellement à ces prêts forcés à la banque que certaines personnes ont vécu, eh bien ce n'était pas la seule. Pour vous dire, même le numéro 2 de la secte, Ryu Toshimitsu, va démissionner lorsqu'il va voir les agissements de Daisaku Ikeda. Selon lui, toutes les dérives qu'il y a actuellement dans la Soka Gakkai viennent de ce personnage. Ikeda, il était certain de devenir une personnalité supérieure à l'empereur. Il pensait qu'un jour, il pourrait dominer le Japon. Selon lui, la seule raison pour laquelle Daisaku est encore en liberté, eh bien c'est parce qu'il a infecté tous les services, tous les domaines. La police, la politique, l'éducation, la banque, la santé et même les yakuza. Ces hommes fonctionnent comme des cellules cancéreuses dans la société japonaise et ces personnes sont prêtes à intervenir à n'importe quel moment pour le compte de Daisaku Ikeda. Et face à toutes ces accusations, le chef de la secte intouchable se contente de dire ceci. Cela fait bien entendu référence à l'attentat au gaz sarin perpétré par la secte Aum. C'est quand même assez culotté de sa part de sortir ce genre d'argument, c'est littéralement « je n'ai pas commis d'attentat, du coup laissez-moi tranquille ». On arrive tout de même à la fin du XXe siècle, et le nombre de fidèles de la Soka Gakkai se stabilise à 8 millions d'adeptes. Ce nombre n'évolue plus trop depuis les années 90, car sans la bannière du bouddhisme Nichiren, il est très dur pour la secte d'enrôler de nouveaux fidèles. Mais pas d'inquiétude, la Soka Gakkai a su très bien s'implanter dans le sol japonais. L'écosystème Soka Gakkai. Peut-être avez-vous déjà vu ce drapeau en vous baladant dans Tokyo. Si oui, alors vous étiez peut-être dans le quartier de la Soka Gakkai. Oui, je dis bien le quartier, parce qu'en effet la Soka Gakkai possède des immeubles, des parkings, des bâtiments, beaucoup de biens immobiliers à travers tout le Japon, mais à Tokyo, ils ont carrément un quartier. Il y a son siège social, des commerces, un parc et même son université. L'éducation est faite selon le gouvernement, mais l'influence Soka Gakkai est bien présente. Voici l'université Soka. Économie, droit, lettres. Depuis 30 ans, l'enseignement dispensé ici répond à une méthode Soka, même s'il entre dans le cadre du programme défini par le gouvernement. Pour illustrer un petit peu, on va prendre l'exemple d'une famille qui est dans la Soka Gakkai. Déjà, première chose à noter, c'est que toute la famille va être adepte. Il est rare de voir juste quelques membres adeptes et pas le reste de la famille. Parce que justement, ça se transmet de bouche à oreille, donc il suffit qu'un des membres de la famille tombe, et généralement, il va entraîner tout le monde avec lui. Ensuite, il ne faut pas oublier la prière, le Nam-myoho Renge-kyo. Tous les bonheurs qu'ils ont de leur vie, ça vient grâce à ces prières. En tout cas selon eux. Ensuite on a les enfants qui vont à l'école de la Soka Gakkai. Dans les magasins on peut très bien acheter des boutidins très chers, mais aussi des jouets pour enfants aux couleurs de la Soka Gakkai. Parce qu'après tout, il n'y a pas d'âge pour adorer la secte. J'ose même dire quelque chose, c'est que l'aspect marketing de cette secte est très bien élaboré. Parce qu'après avoir autant prié, si on décide de tout quitter, c'est admettre qu'on s'est fait avoir. C'est comme avec un mauvais joueur au casino. Il mise toujours plus dans l'espoir de récupérer sa somme initiale. C'est pour ça qu'une fois qu'on est dedans, c'est très dur d'en sortir. Vous voyez également avec ces images que les événements qu'ils organisent sont absolument hors normes. Et c'est vrai qu'avec nos yeux d'occidentaux, on peut se dire heureusement tout ça, c'est loin de chez nous. Mais vous l'avez compris avec l'introduction de cette vidéo, la Soka Gakkai s'est implantée à une échelle internationale. Influence internationale. Vous n'avez pas idée, vers la fin du XXe siècle, à quel point Daisaku Ikeda est une personne influente. Il a finement placé ses pions pour être respecté à travers tout le pays, mais pas seulement, il est respecté aussi au-delà de ses frontières. Il a rencontré le président Mitterrand, Madame Thatcher et même Nelson Mandela. Tous se sont fait avoir en pensant rencontrer un homme japonais influent et respectable. Influent certes, mais respectable, je ne sais pas.
Après, il ne faut pas négliger non plus que Daisaku Ikeda, eh bien malgré ses manigances, il est tout de même soutenu par 10% de la population japonaise. Ce n'est pas rien. Et cette influence, eh bien ce chef de secte, il a bien voulu la développer en dehors du Japon aussi. Dès les années 60, le président s'est attaqué à l'international en fondant la SGI, Soka Gakkai International. Il est parti en Europe, aux États-Unis, en Asie, pour convertir des fidèles et organiser les prières. C'est donc pour ça qu'en France aussi, la Soka Gakkai est présente. Elle attire des gens qui sont fragilisés psychologiquement en agitant cette étiquette de bouddhisme. Même si je vous le rappelle que depuis 1991, la Soka Gakkai n'a plus rien de bouddhiste. Dans ce reportage d'Envoyé spécial, on voit beaucoup de victimes de cette secte où ils ont perdu de l'argent, mais surtout du temps. Ils témoignent de la perte de leur entourage et préviennent les gens sur les dangers de cette secte qui a décidément bien changé depuis sa fondation. Parce que je vous le rappelle, nous sommes passés d'un homme qui veut mieux enseigner la géographie à ses élèves à la secte la plus puissante et la plus riche du monde entier. En effet, son patrimoine est estimé à 100 milliards d'euros pour environ 12 millions d'adeptes à travers le monde. Ces dernières années, avec toutes ces affaires publiques, le vieillissement de Monsieur Ikeda et de nouvelles personnes à la tête de la secte, eh bien, on n'entend plus trop parler d'elle. Alors, est-elle toujours aussi puissante? Certainement. Pouvons-nous réellement le savoir? Non. Parce que si la Soka Gakkai a retenu une leçon des travers de Monsieur Ikeda, c'est que pour vivre heureux, vivons cachés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, vraiment le sujet m'a trop passionné. J'ai vraiment galéré à faire ces recherches comme jamais j'ai galéré en vérité. Surtout qu'il faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'informations qui sont passées sous silence, et surtout dans le 21e siècle. J'ai trouvé beaucoup de choses sur l'historique et sur voilà comment ça s'était passé jusqu'au 20e, et 21e, plus grand chose. C'était aussi un défi pour moi pour que la politique et la religion au Japon soient des thèmes intéressants pour vous. Donc j'espère que c'est réussi. Bref voilà, j'espère que vous avez compris que si la vidéo vous a plu, c'est vraiment le moment de me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas bien sûr à lâcher un pouce bleu aussi et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Tchuss.